regardez ce silence, c'est déjà de la nourriture. Et qu'est-ce que vous faites de la notion de plaisir? Parce que manger du solide, non, mais c'est un plaisir, c'est parce qu'on aime manger, on aime le goût. Il y a la notion aussi de convivialité, on est en groupe, on est avec des amis, on partage un repas, ça c'est du plaisir. Et dans la nourriture pranique, où est-ce que vous le retrouvez, ce plaisir? Alors, le plaisir, il est toujours corrélé à la perception. Je perçois un plaisir, je ressens un plaisir. Mais ce ressenti, il est influencé, conditionné par votre degré de saturation de toxines au niveau de l'organisme. Si vous avez une langue chargée, vous allez percevoir un goût différent. Si vous avez une langue moins chargée, vous percevrez le goût de façon plus aiguë, par exemple. C'est pareil pour l'olfactif, c'est pareil pour la perception dans l'estomac de cette nourriture que vous mangez. Mais c'est aussi influencé, et on ne s'en rend pas forcément compte, par les conditionnements, les mémoires, qui fait qu'on nous a dit « mange sinon je t'aime plus ». Termine le plat, tu ne vas pas me décevoir quand même. Mange sinon le frigo il est fermé jusqu'à demain et ben tant pis si tu as faim, tu ne te relèves pas la nuit. Donc on est déjà conditionné par ces programmes. Et le goût il est influencé par ça. Après, en définitive, le goût il est aussi perçu par un niveau de conscience donné, qui fait que le goût d'aujourd'hui peut devenir fade demain. Ou que ce que vous n'aimiez pas aujourd'hui, vous allez l'aimer beaucoup demain. Donc le goût, il est aussi subjectif et relatif. Et que ce que vous aimez aujourd'hui, peut-être comme un pull rose fuchsia, un t-shirt rouge ou une chemise bleue, vous pouvez l'adorer, puis un jour vous ne l'aimez plus et vous passez à autre chose. Parce que c'est ça le plaisir. Le plaisir, il est de courte durée, il est passager et il faut le renouveler. Donc il y a une certaine frustration dans le plaisir. Et puis le plaisir, il est perçu par le mental. Par les 5 sens et par le corps, mais par le mental, qui par définition fonctionne sur un mode binaire, c'est-à-dire plaisir, non plaisir. Plaisir, et quel est le contraire de plaisir? Souffrance. Alors que la conscience, propre au cerveau droit, ne fonctionne plus en mode binaire, mais en mode complétude, unité. Et dans l'unité, on ne va pas parler de plaisir, on va parler de quelque chose qui est durable, plus de l'ordre de l'affectif, du sentiment que de l'émotionnel, et qui s'installe et qui reste présent. Et qu'on va appeler la béatitude. Et bien trouvez-moi le contraire de la béatitude. Quel est le contraire de la béatitude? Il n'y en a pas. On est dans... Vous voyez, on est dans l'unité. Qui fait que, très sérieusement, un chien, là je cherchais la librairie aujourd'hui, et j'ai demandé mon chemin à 2 personnes. Il y avait un chien de dos, et la dame me dit « Oh, puis en plus qu'il n'est pas beau ce chien, Eh bien, moi très sérieusement, moi je n'aime pas les chiens, je préfère les chats, mais aujourd'hui, j'aime les chiens, qu'ils soient moches, qu'ils soient beaux, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits, j'aime le vivant. Pour moi, un arbre, c'était complètement banal et ordinaire, hormis que peut-être un séquoia ou un pin ou un érable ou un saule pleureur, il a telle forme, telle esthétique visuelle, oui. Mais maintenant, puisque vous avez aussi des connexions et des ouvertures spirituelles, moi je ne perçois, je ne sais pas si je perçois encore des choses comme étant pas belles ou moches, ou que j'aime pas. Parce que vous intégrez, parce que tout devient beau. Tout devient beau, parce que vous êtes dans le rayonnement de l'amour, parce que vous percevez aussi l'autre dans ce qu'il a de plus beau. Et ce qui est là, qui est moins beau, entre guillemets, vous ne le comparez plus entre c'est beau ou c'est pas beau. Ça fait partie de la personne. Donc le plaisir d'aujourd'hui, il est relatif, et puis c'est comme tout, à un moment donné, les jolies chaussures, tiens, j'ai plus envie de mettre ça, j'ai envie de mettre autre chose, et puis j'aime plus. Voilà, j'aime plus. Puis, moi, j'adorais les millefeuilles. J'adorais les millefeuilles, pâtisserie préférée. Aujourd'hui, je peux vous dire que pour moi, c'est du carton. C'est du carton et c'est du chimique. Qu'avant, jamais j'aurais perçu ça. Pourquoi? Parce que j'avais mon organisme qui était avec des toxines comme tout le monde, que j'avais mon niveau de perception, ma conscience qui était plus limitée qu'aujourd'hui, moins ouverte qu'aujourd'hui. J'étais conditionné parce que pour moi, millefeuille, ça voulait dire aussi sucré. Donc sucré, c'était de l'affectif. Donc je recherche un peu de tendresse, d'amour, de machin. C'est un peu ça. Ah, il faut aborder tous ces sujets-là dans la nourriture. Parce qu'elle n'est pas que physiologique, la nourriture. Combien de fois on mange, enfin vous mangez, sans que vous ayez faim?
Et là, vous ne nourrissez pas le corps physique, vous nourrissez les conditionnements mentaux, émotionnels, les croyances, les préjugés, les injonctions, etc. etc. Mais aujourd'hui, un millefeuille, je ne peux plus. Et du coup, dans le sens du goût, donc parmi les 5 sens, le sens du goût, on ne fera que le rayé de notre liste. Alors, non, mais le goût, il est raffiné dans le sens où si je mets maintenant du millefeuille, ou j'aimais beaucoup les spaghettis à la sauce tomate, ma mère était italienne, eh bien, si j'ai mis des pâtes dans la bouche, tout de suite, je peux vous dire, je ferme les yeux, je vois l'usine, là où c'est fabriqué. Parce que vous avez toutes ces informations énergétiques qui sont inscrites dans la nourriture. Et vous accédez à des choses terribles. Et vous avez le chimique, vous avez le synthétique, vous avez la molécule faite en laboratoire. Vous n'avez plus le goût en tant que tel. Parce qu'en fait, on a des plans de conscience, et chaque plan de conscience correspond à une réalité, mais c'est votre perception. Ça ne veut pas dire que ce que vous percevez, c'est forcément vrai dans l'absolu, parce que là, vous me voyez, mais avec les yeux tridimensionnels, dans ce monde tridimensionnel. Mais cette densification, à la base, elle est remplie d'énergie, et cette énergie, elle est essentiellement remplie de vide, 99% de vide dans l'approche de la physique quantique. Donc si vous me regardez au microscope et que vous allez sonder à l'intérieur, vous verrez plus ce que vous voyez de l'extérieur, et vous verrez encore une autre réalité. Et vous pourrez même aller percevoir au-delà de la personne, vous verrez l'écran qui est derrière. Ce sont des plans de conscience. Donc le goût, je l'ai toujours, mais je perçois autre chose que je ne percevais pas avant. Et je me nourris, c'est ça aussi la nourriture pranique, c'est un peu le mythe du paradis perdu. Vous savez, Adam qui a croqué la pomme, il a quitté le paradis, et donc parce qu'il a mangé, il a quitté le paradis. Mais en fait, dans la nourriture pranique, vous découvrez qu'il n'y a pas forcément besoin de manger pour apprécier la nourriture. Hier soir chez Gilles, ils ont mangé de la soupe à la tomate et je ne sais pas quoi. C'était fantastiquement bon à l'odeur, mais je me suis nourri comme pas possible. J'ai humé au-dessus de la casserole, on était ensemble à table, j'étais avec ma tasse de thé, et ils ont pris leur soupe, après ils ont pris leur bout de pain, leur salade, mais j'étais avec eux, et je me nourrissais à tous les niveaux. Au niveau du visuel, de la couleur, au niveau des odeurs, j'avais pas besoin de le mettre dans la bouche, et de le mastiquer, de l'avaler, vous voyez ? Parce que tout devient une nourriture, parce que tout est énergie. Vous avez de l'énergie olfactive, gustative, si vous mettez dans la bouche, bien sûr. Vous avez de l'énergie visuelle, vous avez de l'énergie kinesthésique en touchant. J'ai une personne qui est pranique et qui n'a jamais aimé manger de fruits, mais elle a toujours adoré avoir une corbeille de fruits chez elle. Et puis quand avec moi elle a découvert le prana, elle a compris qu'en réalité elle se nourrissait du prana par la couleur des fruits, par l'odeur des fruits, et qu'elle n'avait pas besoin de les manger. Et puis si vous prenez une orange dans la main, vous allez vous imprégner, vous sentez, et vous allez la sentir au niveau de la main. C'est déjà une nourriture. Tout est une nourriture après. Et le mythe du paradis perdu, c'est que vous retrouvez en vous reconnectant à tout ça, vous vous reconnectez au paradis. Et le paradis, c'est ici et maintenant. Le paradis, il n'est pas dans une vie devant, ou il n'est pas derrière qu'on a perdu. Peut-être, ça c'est l'histoire, peut-être. Mais en réalité, le paradis, c'est ici et maintenant. D'où que, j'aime bien parler de sexualité, d'où que la notion du plaisir, le paradis perdu, eh bien, soit vous allez avoir une utilisation, une gestion énergétique du capital énergie sexuelle qu'on appelle libido, qui fait que ça vous maintient en bas par le plaisir qu'on appelle l'orgasme, soit vous allez capitaliser cette banque énergétique et vous allez nourrir la conscience et vous allez faire effet inverse. Au lieu de descendre et de sortir, vous allez rentrer et monter, nourrir les plans de conscience supérieure et vous allez transformer le plaisir. Orgasme, qui est le plaisir du corps, avec ce que Lilou Massé dit comme étant le plaisir, l'orgasme du cœur. Mais moi, j'ai quelque chose encore un peu mieux à vous proposer. Il y a l'orgasme du cœur et vous avez l'extase de l'esprit, à partir de la connexion sexuelle. Eh bien, comparez l'orgasme et l'extase. Quand vous connaissez l'extase, vous ne voulez plus de l'orgasme. C'est fade. C'est comme un bout de pain, puis un bout de pain ce que vous voulez dessus. Après, vous ne voulez plus du bout de pain tout seul.
Enfin, je ne sais pas, je vous dis ça comme ça, mais tout est relatif après. Voilà. Parce que ce que l'on connaît aujourd'hui, on croit que c'est le must parce qu'on ne connaît que ça. Mais on ne savait pas qu'il y avait quelque chose peut-être de mieux. Et qu'on découvre, et qu'on dit, ah ben ça finalement c'est encore mieux. J'ai été anorexique, je me suis nourrie d'odeur, parce qu'effectivement, quand on ne mange pas, tout est nourrissant. Au bout d'un moment, c'est l'extase pour ça. Cela dit, je mange maintenant et basiquement, je me dis que la sphère intestinale a sa raison d'être aussi, sinon pourquoi elle serait là? Alors, c'est une bonne remarque. La sphère intestinale, elle a essentiellement deux fonctions. Il y a plein de fonctions dans le digestif. Oui. Il y a les défenses immunitaires, il y a la digestion, la métabolisation des aliments, et il y a aussi le cerveau des émotions. Et il y a aussi l'ombilic, la trace de l'accouchement. Mais il y a le philosophe Henri Bergson qui a dit, parce que ça revient à poser la question, oui mais on a bien des dents et une bouche et des intestins, c'est quand même fait pour manger, alors c'est quoi cette histoire de nourriture pranique? Eh bien, le philosophe Henri Bergson a dit que Dieu nous a fait un clin d'œil, une bonne ou mauvaise farce que de nous mettre un appareil digestif. Parce qu'en réalité, l'appareil digestif, c'est ce dont on parle depuis le début, c'est la notion du plaisir. Mais qu'est-ce que nous mangerions si nous n'aimions pas manger? On ne mangerait pas. Et donc la race humaine s'éteindrait. Et si nous n'aimions pas faire l'amour, on ne ferait pas l'amour. Et donc on ne se reproduirait pas. Donc, nous sommes tenus par le plaisir. Et grâce à ce plaisir, nous perpétuons la race. Ça, c'est ce que le philosophe Henri Bergson dit. Puis après, on voit aussi que manger par besoin physiologique et manger pour remplir des émotions qui ne sont pas gérées, c'est très proche puisque c'est au même endroit, c'est le ventre. Les scientifiques parlent de 100 millions de neurones dans les intestins. On parle du plexus solaire, chakra des émotions, chakra du stress. On parle en médecine de colopathie fonctionnelle, de syndrome solaire quand le plexus solaire ne fonctionne pas bien. Tout ça, c'est de l'émotionnel. Combien, vous savez, dans l'approche de la médecine psychosomatique, on parle, demandez à votre médecin traitant. Le mien, il m'a dit 60 à 80%. Demandez combien, en pourcentage, ils attribuent en motif de stress direct, indirect, à tous les motifs de consultation de leurs patients. Le mien me dit 70%, c'est que du stress. Eh bien, qu'est-ce qui fait qu'on va jusqu'à somatiser, symptomatiser du stress? Parce qu'on n'est pas à l'écoute de ce stress, parce qu'on le fuit. On n'est pas bien dans sa tête ou dans ses émotions, en lien avec une situation ou avec un événement, et on va le compenser. Et là, on va le mettre de côté pour ne pas le ressentir. Et on va l'étouffer, le compenser, éventuellement par la nourriture ou par plein d'autres choses, parce que la nourriture, ça a aussi l'effet de l'alcool, c'est un anesthésiant émotionnel. Et donc, on va remplir pour ne pas percevoir le vide. Alors, on peut remplir nos vies de plein de meubles, de plein de nourriture, de plein d'habits, de plein de travail, de plein de télé, de plein de sommeil, de plein de sexe, de plein de vacances. Mais il y a aussi une loi en santé, en médecine, qui s'appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre. C'est l'équilibre, c'est le juste milieu des bouddhistes aussi. Éviter les extrêmes. Eh bien, quand on est dans le trop ou dans le pas assez, on est déjà dans un déséquilibre potentiel. Et quand on reste trop longtemps dans un extrême, trop ou pas assez, on va confirmer les équilibres et on va arriver sur du symptôme. Eh bien, la nourriture pranique n'a d'autres mérites, non pas de vous faire arrêter de manger. On s'en fout. Mangez si vous voulez manger. Moi, ça m'arrive de manger un peu de chocolat. Et ça m'arrive de manger un peu de champignons crus. Vous savez, les gros à farcir, là, que je pèle comme ça, et ça m'arrive d'en manger. Pourquoi? Parce que ancrage à la terre, pour pas partir trop là-haut. Alors après, c'est propre à moi. Je ne connais pas d'autres personnes praniques qui se nourrissent de champignons. Et puis tous les praniques ne mangent pas forcément. Il y en a qui ne mangent absolument rien, qui ne boivent pas non plus. Il y en a qui de temps en temps mangent. J'en connais un qui mange un repas par semaine. J'en connais un autre qui n'est pas français, qui a des périodes où il mange, d'autres il ne mange pas. J'aime bien parler de Michel, qui elle ne mange pas du tout de l'année, sauf
Et alors, puis elle me dit au téléphone, ça valait vraiment pas le coup. Pour faire plaisir aux petits-enfants, elle va manger aux anniversaires et à Noël, mais elle se force. Puis ça gaffe, quoi. Vous êtes déjà nourri par le prana, vous n'avez pas faim. Puisque vous mangez, vous percevez le côté faussé, parce que c'est industriel. Puis même, je veux dire, même vous prenez une pomme, vous prenez une fraise, il y a encore du prana quand c'est cru. Mais vous vous rendez compte que dans la nourriture solide, quand c'est cru, vous avez le matériau qui transporte l'énergie, c'est le solide. Et en réalité, ce qui nourrit, ce n'est pas le solide, c'est l'énergie qui est transportée. Vous savez, comme une gélule de médicaments, vous avez l'excipient et le principe actif. En réalité, le principe actif, pourvoyeur de santé, physique, mentale, émotionnelle et spirituelle, c'est l'énergie de vie qui est contenue dans l'excipient. Et l'excipient, c'est la matière. Alors si vous cuisez, par définition, il n'y a plus d'énergie. Il y a encore des protéines, des lipides, tout le reste, et encore les nutriments, etc. Il y en a pas mal qui sont partis à la cuisson, mais du prana, il n'y en a plus.